Bonsoir Christophe Herral, comment allez-vous? Plutôt très bien. Bon, Ah bon. et visiblement la connexion est avec nous pour le moment. Bon, très bien. Bon, alors, nos auditeurs et l'équipe de cette émission vous connaissent principalement pour votre collaboration avec Michel Ancel, donc au niveau jeux vidéo. On rappelle, il y a eu Rayman, Le Secret de la Licorne, il y a eu Beyond Good and Evil, évidemment. Moi j'ai noté deux. Evil. Je sais pas pourquoi dans mes notes j'ai noté Beyond Good and Evil 2. Je le veux tellement en fait que Oui. automatiquement j'ai écrit le 2. Mais heureusement, votre carrière s'arrête pas là, donc on va peut-être en Ouais. profiter du fait que vous soyez là ce soir pour un peu parler de tout ce qu'on ne connaît pas, parce que vous avez quand même commencé en 86. Ça fait, c'est pas pour vous vieillir, mais ça fait quand même quelques années que Personne vous êtes n'était là. né. Dans le Alors, cinéma, à la 86, c'est pas mal, télévision, hein. etc., notamment à Arte. Vous avez aussi fait quelques notes pour Arte il n'y a pas si longtemps. Pour Oui, j'ai fait l'habillage. le générique du journal télévisé, puis aussi le générique de l'émission Reportage, puis aussi le générique de Court-Circuit. Voilà. Comment ça s'est passé d'ailleurs? C'est Arte qui vous a contacté? C'est Arte qui m'a contacté, exactement. Ok. Ça s'est fait. D'abord, j'ai fait le générique de Court-Circuit, et puis une directrice artistique de Arte m'a dit moi je suis très intéressé pour que vous fassiez le journal du soir et du midi, et j'ai accepté parce que c'est quelque chose que je fais pas, que je sais pas faire. Du coup, comme je sais pas faire, j'apprends, et puis et puis voilà, j'ai fait. Ok. Arte, cette bonne chaîne en plus. Vous auriez pu tomber plus J'aurais mal. pas fait pour TF1, hein, j'aurais fait que pour Arte. Et vous avez quand même fait un générique pour TF1. TF1, non, j'ai refusé. Le Midi les Zouzous? J'ai fait. Non, c'est France 5. C'est France. Ah, c'est Oui, France 5. il y en a. Ah, oulala, oui. Ah là là, le Mon fail. Dieu. Ouais, Va-t'en. terrible, oui, va-t'en. Terrible. Bon, au Oh, revoir. l'autre, il connaît même pas les Je génériques m'en vais. des émissions pour enfants. quoi. Mais- Alors, je n'ai De pas France d'enfant 5 à midi. et j'ai passé l'âge C'est bizarre. de regarder les dessins animés. Ah, parce que le Midi les Zouzous, c'est du Christophe Herral. Oui, et puis Debout les Zouzous aussi, parce que Debout les Debout Zouzous, c'était le putain. matin. Mon Dieu. Ouais. Et en fait, c'est dingue parce que pendant des années, j'ai entendu le générique sans savoir que c'était vous. Si j'avais Ouais. su, j'aurais regardé le générique plus souvent. Est-ce que va, c'est prévu de faire regarde. allez-vous coucher les zouzous? C'est passé. Mais non, mais c'est vrai, pour la petite histoire, j'ai vraiment refusé de travailler pour TF1, pour T'es fou. Voilà. Ok. Ah oui. Et Par refusé- principe ou- Ouais. Parce que je n'aimais pas trop la personne qui m'avait contacté pour travailler sur l'habillage de T'es fou. Donc j'ai dit bah non, moi ça me. Il me demandait de réveiller les gamins. Il me disait bah voilà, le matin il faut que les gamins ils fracassent leur lit. Et puis moi je fais pas ça avec les miens, je vois pas pourquoi je ferais ça avec les gamins des autres. Donc Maintenant que vous le dites, je me rappelle très bien qu'ils avaient un logo genre qui faisait un gros bruit de réveil, genre tôt le matin, genre bien dégueulasse. voilà, un truc qui dit connard, va à l'école et bientôt tu vas consommer TF1 plus tard quand tu seras grand, parce que voilà. Parce qu'il faut bien les boiras habituer, du les petits Coca-Cola. enfants. Ça fait déjà une première anecdote qu'on ne savait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas savoir aussi? Parce que, on s'est quand même un peu renseigné, mais il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, je suis persuadé. Alors, j'essaye de gratter plus ou moins. Par exemple, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Moi, je pense que là, je le sais à peu près. Il doit y avoir une histoire de jeu, encore Michel Ancel, quelque Alors, chose d'assez il y a- secret. Voilà, il y a un jeu, celui-là, il est connu des services de police. C'est Wild, et c'est un travail pour Sony, et on travaille avec Michel Ancel et son équipe. On travaille vraiment sur une gestion de la musique qui est assez intéressante. Et qui est pas forcément tout à fait conventionnel, peut-être dans le jeu, mais c'est pas du tout de la musique orchestrale qu'on a pu rencontrer avec Rayman Origins ou Rayman Legends, mais quelque chose qui est plus proche de la nature, qui est plus proche des expériences qui sont liées à des expériences musicales qui sont plutôt liées à des expériences de jeu. Donc on travaille plutôt sur des moments plutôt que de la musique qui vient souligner une action. Voilà, c'est assez intéressant. Moi ça me surprend, et puis j'aime bien toujours. Du coup, voilà, on me donne un nouveau cahier des charges.
des choses que je ne sais pas trop faire, et puis j'explore comme un aventurier, quoi. Voilà. Donc on va encore découvrir des instruments un peu peut-être particuliers, des choses. Ah oui, des instruments particuliers, il y en a. Mais des instruments aussi qui sont proches finalement de la nature, c'est-à-dire des flûtes, des tambours, des bouts de bois qu'on tape dans le sable. Enfin, voilà, des choses qu'on pouvait retrouver un peu dans l'environnement de cette époque-là. Voilà, c'est peut-être au moins 3000 avant Jésus-Christ. Et puis, c'est pas. Voilà, encore une fois, c'est plus lié. Il peut y avoir des choses qui sont très. Entre guillemets, on s'interdit pas, on n'a pas envie de s'interdire de mettre des cordes si on a envie de mettre des cordes. N'empêche que ça ne sera pas la base et la fondation de la bâtisse. C'est pas une musique de lutherie conventionnelle. Mais je ne sais pas si vous connaissez un peu un film de Kurosawa qui s'appelait Dreams, qui s'appelle Rêve, et dans lequel il y avait une procession de gens dans la forêt. Bah, voilà, c'est le genre de source qui m'inspire et auquel je fais des références après dans mon travail. Alors c'est la made in Héral, hein, donc je suis pas tellement japonais, moi, enfin japonais peut-être, mais pas voilà. Donc l'intérêt c'est d'adapter des choses qui existent, qui ont été faites, qui m'ont plu, et puis d'en faire des références très lointaines. Voilà. J'aime bien ça. Alors ça fait un peu, quand on dit Kurosawa, on dit dessus, tout là, celui-là, il connaît des choses et tout. Mais pas du tout. En fait, c'est un cinéma qui est très, moi, qui me convient, qui est contemplatif, qui est très, voilà. Enfin, je sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir des films de lui, enfin d'en avoir vu en tout cas, mais c'est un mec plutôt bien. Voilà. Okay. Et puis après, j'ai travaillé aussi pour j'ai fait le teaser d'un long métrage qui cherche un financement, mais qui pourrait peut-être se faire. C'est celui de Jean-François Laguilloni, avec lequel j'avais travaillé en 2003. On avait travaillé ensemble sur l'île de Blackmore. Là, il fait encore un film. Et puis, il m'a demandé de faire la musique. Donc voilà, j'ai commencé à faire des recherches. Alors, c'est un long métrage pour, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est rien. D'accord. Oui, ça, c'est des choses qu'on sait pas forcément d'ailleurs. Enfin, qu'on sait pas forcément. Moi, j'ai eu la chance de vous avoir au téléphone il y a déjà plusieurs mois. Mais principalement, vous allez composer pour du film d'animation et pour du court-métrage. Ça, je pense que les gens qui vous connaissent justement via Rayman, etc., vous cataloguent forcément comme compositeur de jeux vidéo, alors qu'en fait, c'est une partie assez réduite. Non, c'est pas réduit. Simplement, c'est que non, c'est pas réduit parce que quand j'ai travaillé sur Tintin et le secret de la licorne et quand je travaillais sur Rayman, ça me faisait 2 temps plein. Donc il y avait plus de samedi, il y avait plus de dimanche et c'était des journées de 14 heures. Donc on peut pas dire que c'est réduit. Ouais. Simplement, c'est que moi j'aime bien dire que je suis un compositeur de musique, puis mettre une virgule. Et puis de dire de jeux vidéo, de courts-métrages, voilà, on met ce qu'on veut derrière. Mais c'est d'abord faire de la musique me semble être important et être le départ de l'appellation contrôlée, de l'appellation d'origine contrôlée. Voilà. Il y a des gens qui se spécialisent, eux, dans le jeu vidéo. Moi, je me suis spécialisé dans la musique. Et puis après, j'ai écrit une pièce qui s'appelle La Contrebasse Voyageuse, qui est un partage entre 6 orchestres du Tour de la Méditerranée. Donc il y avait l'Espagne, il y avait la Tunisie, il y avait le Liban, l'Égypte, la Grèce et la France. Et c'était une expérience dans laquelle il n'y avait ni jeux vidéo, ni images animées, ni rien, quoi. C'est une écriture de 40 minutes pour orchestre et chœur d'enfant. Et voilà. Donc, que dire non, le court-métrage, c'est ma famille. En fait, j'ai commencé, parce que vous avez parlé de 1986, quand j'ai commencé à travailler sur des courts-métrages. Parce que c'est
c'est un endroit, c'est un jour une porte qui s'ouvre ouverte et dans cette porte, derrière cette porte, il y avait un monde et dans ce monde, je me sentais super bien. Donc, j'ai travaillé sur un premier court-métrage, un deuxième court-métrage, et puis ça a été après toujours des courts-métrages, et j'en fais toujours, même si je suis sous l'eau avec des jeux vidéo qui me prennent beaucoup de temps. J'essaie toujours de faire un ou deux courts-métrages par an. Et là, cette année, il y a Périphéria, par exemple, qui est au festival de Clermont-Ferrand. Et il y a une belle expérience parce il va y avoir autour de ce film-là, normalement, une séance à l'opéra avec 100 violoncellistes qui vont jouer la musique. C'est top. Ouais. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Le court-métrage, c'est vraiment des endroits où les compositeurs peuvent vraiment être, entre guillemets, beaucoup plus libres qu'ailleurs de proposer ce qu'ils ont vraiment envie de proposer. Parce qu'il n'y a pas de contraintes économiques, il y en a très peu, il n'y a pas d'enjeu économique. On sait que personne ne va gagner du blé avec du court-métrage. Simplement, c'est qu'on retrouve plus du tout ça dans le long-métrage. Le long-métrage, il est un peu foutu parce que il y a trop de décideurs, il y a des peurs énormes. Dans le jeu vidéo, finalement, je rencontre plus de liberté, presque autant que dans le court-métrage, que dans le long-métrage. Le jeu vidéo, en tout cas quand moi je travaille avec Michel Ancel, alors après peut-être que j'ai des privilèges, parce que peut-être tout le monde ne travaille pas dans ces conditions-là, mais c'est vraiment un pur bonheur parce que on passe notre vie à essayer des choses. Et puis c'est super parce qu'on sait pourquoi ça marche, ou alors on sait pourquoi ça marche pas, parce qu'on a vachement testé. On laisse peu de choses réellement au hasard. Après, il y a des gens qui vont avoir des expériences de jeu qu'un autre n'aura pas, parce que justement, dans le jeu Wild qu'on est en train de faire, vous pourrez peut-être jouer des parties musicales que d'autres joueront différemment. Donc, ce sont des expériences différentes. Alors, oui, peut-être s'il y a quelqu'un qui tombe que sur des passages qui sont un peu merdiques, enfin, je ne sais pas s'il va y en avoir, il aura peut-être une expérience merdique, mais je ne crois pas, en fait. Et voilà, moi je suis très très bien dans cet univers-là, le court-métrage d'un côté, puis quand je dis court-métrage, vraiment je pense à l'animation, parce que c'est vraiment un endroit où il y a aussi pareil des envies artistiques qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans la prise de vue réelle. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est assez... En plus, la musique dans le jeu vidéo, ça doit être assez particulier, puisqu'il faut s'adapter à toutes les éventualités de jeu ou d'action qui peuvent être, en fin de compte, que vous ne maîtrisez pas, quoi. Oui, mais on les connaît. C'est comme si il n'y avait pas de montagne, de l'eau, de la neige et tout ça. Bien sûr que il n'y a pas un élément naturel qu'on ne connaît pas. Même l'ouragan, quoi, on peut le fabriquer. Après, on n'est pas chez les extraterrestres. C'est comme si des gens qui pourraient être apparentés à Dieu laissaient échapper un modèle naturel qu'ils n'avaient pas prévu. Mais non, tout est maîtrisé dans le jeu vidéo. En fait, on a l'impression qu'on vit quelque chose avec plein de possibles, mais ces possibles sont complètement tous maîtrisés. Si on ne maîtrisait pas les possibles, ça ferait un truc un peu étrange. Après, il peut y avoir des moments comme ça un peu, un peu hasardeux, mais en vérité, tout a été prévu. Alors, on ne sait pas quand le joueur va le jouer, mais il est fort possible. On ne sait pas s'il va le jouer, mais on sait à peu près tous les événements, on connaît tous les événements qui peuvent exister dans le jeu. Et même quand il y a de la fabrication mathématique d'objets ou de décors ou d'actions. Voilà. En fait, c'est voilà. Après, il y a l'exemple inverse. Il y a aussi le niveau qui est fait pour que le joueur joue de cette façon. Moi, je pense... J'ai pris un pied énorme, en fait, sur les niveaux musicaux du dernier Rayman, qui était... Oui, extraordinaire. Et justement, très scripté. Et la musique, on sent que vous vous êtes amusé à le faire, quoi. C'est clairement... La reprise de Joan Jett, c'est forcément... C'est drôle, quoi. Le I Love Rock'n'Roll qui suit les mouvements avec des sons un peu bizarres et tout.
Je pense que beaucoup de joueurs ont Oui. adoré ces personnages. Mais bien ces sûr, raisons. mais parce que on a tous grandi avec Fantasia. On a tous grandi avec des moments où on a une parfaite symbiose et une synchronisation parfaite entre l'image et la musique. Il y a une belle parole de Orson Welles qui parle justement du rythme d'une séquence et qui dit que finalement le film il est réussi quand le rythme est réussi et le rythme des images et le rythme de la musique et il a raison le père Orson parce qu'en fait on prend tous du plaisir à jouer en se disant que on redécouvre quand on dit audiovisuel, c'est soit on dit audio-visuel, soit on dit audiovisuel, et les deux sont liés. Il n'y a rien qui les sépare. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est rien, ça. Je vais couper mon mail parce qu'il va y en avoir sûrement d'autres. Mail, au revoir, au revoir. Donc, voilà, je pense que il n'y a rien de nouveau là-dedans, parce que en 1936 ou en 1940, déjà Walt Disney, il avait fait Rayman Legend. Bon, ouais. Alors après, mais techniquement c'était super compliqué, mais moi c'était quelque chose que je me rappelle de ça, c'était quelque chose que je voulais voir sur BGE. BGE1, hein, au cas où il faudrait préciser. Donc moi j'avais demandé, j'avais dit putain, est-ce que c'est possible d'avoir une synchronisation du son avec l'image et tout, parce que ça... Alors on m'avait répondu à l'époque, oh non, mais nous on fait pas du dessin animé, on fait du jeu vidéo, voilà. Et en fait finalement il a fallu que j'attende quelques années et puis les choses sont faites. Et c'était un petit pied de nez parce que c'était quelque chose que moi je rêvais de faire, c'est-à-dire qu'on a fait la musique d'abord avec des éléments, donc avec un aller-retour avec le level designer, c'est-à-dire celui qui va concevoir la joie le niveau donc oui, alors là je voudrais bien une pêche de je sais pas, de cymbales, un truc comme ça, ou alors un accord de guitare, voilà. Et puis une fois qu'on pose la musique, après lui fait la détection comme vraiment on fait du cinéma d'animation, pareil, exactement la même chose. On détecte, il donne une grille avec le tempo, et puis après il a mis une barre. Il y a un garçon qui s'appelle Mathieu Pavageau qui est détaché de Ubisoft Montreuil et qui avait travaillé sur la synchronisation pour Just Dance des moteurs, et puis voilà, il a adapté entre guillemets la crémaillère du son avec l'image. Donc voilà, c'est un moteur avec une horloge, hein, et puis on dit au moteur de jouer exactement par rapport à cette horloge pour pas que il y ait de décalage. Et je crois que vraiment le côté accurate, là, le côté je suis super précis, ça plaît à tout le monde, parce que même un aveugle il peut jouer à ça, quoi. C'est le panard, hein. Voilà. Vous sentez que ça a été une évolution, ça, dans la musique de jeux vidéo ces dernières années? Parce que je pense que quand on parle de jeux vidéo, on a les personnes qui pensent à Bip Bip, tout bêtement, un Bip Bip des NES, des vieilles consoles. Puis il y en a d'autres qui pensent à boucle infinie, parce qu'il faut que ça soit sur une action, peu importe l'action, quoi. Et vous sentez qu'il y a eu une évolution au niveau de la synchro à ce moment-là, qui s'est peut-être un peu très inspiré du cinéma? Oui, mais parce qu'il y a une évolution, elle est souvent mue par la technologie. C'est de tout temps, hein, on a toujours vu l'art progresser par l'évolution technologique entre guillemets de l'industrie. Le jour où on a mis des pigments et qu'on n'était plus, ou alors qu'on a décidé qu'il y a un mec qui a mis de l'œuf pour coller le truc, on a dit la peinture elle tient et tout ça, mais ça n'a pas empêché les gens de Lascaux 36 000 ans avant Jésus-Christ de prendre ses mains et puis de s'asperger de pigments qu'ils trouvaient dehors, et voilà, et par la magie ça a tenu. Mais aujourd'hui, on a moins d'huile et d'œufs,
dans la peinture, et il y a l'ordinateur qui nous fabrique des supports. Et c'est ni bien, ni mieux, ni moins bien, on s'en fout. C'est simplement que c'est fabriqué avec voilà. La lutherie musicale, elle a progressé aussi avec l'industrie et l'architecture. Quand on a décidé d'un coup de faire des grandes salles de spectacle, on s'est rendu compte que la viole de gambe, il en fallait 4 pour que les gens au fond de la pièce entendent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de payer 4 gambistes, on a dit on va inventer le violoncelle parce qu'il est plus puissant. Et donc un violoncelle a remplacé 4 violes de gambe. Et la viole de gambe, elle est partie aux oubliettes. C'est-à-dire qu'elle revient de temps en temps parce que maintenant on a des micros. Voilà, mais sinon elle n'est pas du tout adaptée aux grandes salles de concert. Imaginez, s'il n'y avait pas la sonorisation, imaginez, je sais pas, une viole de gambe au Zénith, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il y aurait 3 personnes, c'est-à-dire les mecs qui sont à côté de la scène, qui pourraient entendre cet instrument. Donc ça veut dire que, et c'est tout le temps comme ça, et c'est ça qui est vachement bien, c'est que la musique, elle avance par rapport à l'évolution technologique. Alors avant, on avait des chips qui faisaient du 8 bits binaire, avec des signaux carrés, triangulaires, sinusoïdaux, des trucs de base qui coûtaient que dalle, et on faisait pip 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 pip. Et puis après, aujourd'hui, on a des outils qui ont vraiment sans cesse progressé. Et du coup, on peut commencer à raconter des histoires comme on a envie de les raconter. Et ça n'a pas empêché dans Rayman Legends, même sur une PS4, de pouvoir jouer du 8 bits. Donc ça veut dire qu'on pourra toujours jouer du 8 bits, mais on pourra aussi inventer des formes nouvelles, c'est-à-dire des relations dans le jeu vidéo nouvelles entre la musique et le son, et la musique et l'image, et l'action. Ça me rappelle une réflexion que s'était faite Uematsu, le compositeur des Final Fantasy, qui disait qu'en fait, à l'époque des 8 bits, il y avait tellement peu de possibilités qu'il devait se dépasser pour se pour se démarquer, quoi. Alors, est-ce que la facilité de création aujourd'hui n'est pas quelque part n'a pas tendance à niveler à faire vraiment un nivellement, pas par le bas, mais une standardisation des sons et de création Est-ce que sans contrainte, le travail est-ce que l'art est plus facile et pas plus difficile sans contrainte? Vous voulez faire de la philo, là? J'irai pas jusque-là. Non, on veut parler d'Hans Zimmer, en fait, mais voilà. Parce que là, la discussion était courtoise, donc on va peut-être pas parler de ça. Je suis d'accord avec vous. Les banques de sons, déjà pré-mâchées et avec des sons normalisés ou normatifs, ont fabriqué une musique normative. Ça n'empêche pas que, après, des gens comme moi ou d'autres, pourront continuer toujours à être, entre guillemets, innovants. Parce que vous avez raison de dire que quelquefois, la banque de sons peut guider la main du compositeur. C'est-à-dire que la banque de sons, finalement, fabrique une musique déjà avant qu'un compositeur soit là derrière pour faire marcher cette banque de sons. Du coup, c'est vrai, moi je m'emmerde un peu actuellement en écoutant la musique, parce que j'ai toujours l'impression d'entendre un peu la même musique. Et voilà, alors c'est pas la faute à Hans Zimmer, de toute façon il fait tellement peu de choses dans cette histoire qu'il faut demander à ses jeunes collaborateurs ce qu'ils en pensent. Mais voilà, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est aussi valable dans le cinéma, c'est valable partout. C'est-à-dire qu'on est véritablement noyé sous une uniformisation de la musique. Tant pis, c'est pas grave. Vous savez, vous pouvez utiliser aussi un orchestre et puis écrire une musique hyper boring, voilà. Et puis quand on écoute du rock and roll, ça fait déjà 50 ans qu'on écoute de la guitare, de la basse et de la batterie. On s'en lasse pas trop. Alors peut-être que finalement, voilà, je sais pas, une Stratocaster avec un Marshall. Il y a quand même encore un peu le guitariste qui joue derrière, mais c'est entre guillemets aussi une sonorité déjà entendue. Donc voilà, moi je m'emmerde un peu parce que c'est la musique qu'on entend
qu'on a plutôt tendance à écouter, c'est de la musique avec, on reconnaît les programmes, quoi. C'est-à-dire, on dit, ah, ça c'est le programme machin de Symphonia, ah tiens, ça c'est les staccato de Las, voilà, donc on entend tout, et c'est un peu, voilà, comme une époque, il y avait aussi de la Ward, alors il y avait une banque de sons qui s'appelait Ra, je crois, et tout le monde disait, ah oui, ça c'est le doudouk de Ra, donc du doudouk, qui est un instrument a priori arménien, turc, et à la limite un tout petit peu perse, en fait, on l'entendait chez les Marocains, on l'entendait en Égypte, on l'entendait en Chine, voilà, dès qu'il y avait un truc un peu exotique, dès que ça dépassait la Seine ou la Loire, on entendait du doudouk. Bon, voilà, mais c'est aussi parce que les gens n'ont pas beaucoup de connaissances musicales, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils s'en foutent un peu, ils voient doudouk, ça fait un truc qui est joli, donc ils disent, bon, on va utiliser du doudouk. Donc on a eu du doudouk absolument partout à une époque, parce qu'il y avait une banque de sons qui faisait du doudouk. Voilà. C'est des sons qui sont évocateurs, voilà. C'est des sons, oui, c'est des sons, je sais pas, mais c'est surtout, c'est peut-être aussi, entre guillemets, une misère culturelle de certains compositeurs qui finalement s'intéressent pas tellement à l'origine des musiques, quoi. Moi, ça me passionne, ça. Quand moi j'ai travaillé pour le Tour de la Méditerranée, il a fallu que je m'immerge dans chacun des pays, et ça, moi, ça me fait un bien fou d'écouter de la musique et d'essayer de la comprendre, parce que j'ai besoin de comprendre les mécanismes quelles sont les significations, les origines, pourquoi tout vient de la Perse, et pourquoi nous on valait pas grand chose à l'époque. Voilà. Ça m'intéresse vraiment, quoi. Après, je trouve un peu triste si les gens ne sont pas intéressés, c'est tout. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est tant pis pour eux. Tant pis pour eux, puis c'est tant pis pour les jeux, parce que les jeux ou les films en pâtissent un peu. C'est-à-dire, on dit, oh putain, c'est pareil, quoi. C'est toujours la même musique. Oui, moi j'avais un exemple. Un des premiers exemples qui m'a plu dans la musique de film, par exemple, c'était la bande originale du film Signe, où le compositeur, qui est James Newton Howard, en fait, avait utilisé 3 petites notes de piano qui tournaient en boucle continuellement, qu'on n'entendait pas forcément, mais pour justement qu'on se sente encerclé, pour voilà, véhiculer cette idée. Et rien que ça, en fait, qui étaient des notes de piano, c'est un instrument, tout ce qu'on peut, voilà, c'est hyper classique. Mais cette petite idée-là montrait qu'au moins il y avait au moins une réflexion sur ce qu'il pouvait apporter au film. Parce que la musique est ni moins qu'un autre acteur, qu'on ne voit pas, mais qui est là, quand elle est bien utilisée, ça peut véhiculer des sentiments, des sensations, des nuances, quoi, que l'image ne peut pas forcément apporter. Est-ce que d'ailleurs, voilà, si vous pouviez nous conseiller une BO ou un compositeur, ça serait quoi ? Je sais pas, Bartók, Stravinsky, Ravel, si ça vous va. Parce que mais pas le boléro. Hein. Ah non, pas le boléro. Ça fait partie des trop classiques. Non, c'est pas de la musique, le boléro. Oui, il a dit que c'était pas de la musique, Ravel, donc on peut le dire. Non, mais moi je sais pas, moi il y a plein de gens qui m'intéressent, hein, chez les Américains récents, il y a John Adams, il y a Steve Reich, il y a vraiment des gens, il y en a trop, donc on peut pas les citer, enfin c'est trop difficile. Moi, il y a trop de gens qui me touchent, voilà, Rachmaninov, Prokofiev, enfin, je sais pas, il y a trop de Debussy. Voilà, on va y passer la nuit là si je commence à énumérer. On va faire une question plus facile. Pourquoi l'ukulélé ? Parce que tout le monde joue, voilà, c'est soit jeu vidéo, soit ukulélé ou les deux. Quand on parle de Christophe Herral, c'est indissociable, quoi. Pourquoi le ukulélé ? Eh bien, je n'en sais absolument rien. C'est un trauma d'enfance. Ouais, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Un jour,
j'ai gratté un ukulélé. Je n'en sais absolument rien. J'aimais bien le fait que l'instrument soit portable, tout petit. D'ailleurs, c'est basé là-dessus, puisque le ukulélé, c'est une sorte de petite guitare qu'on prenait sur les bateaux. Enfin, ça vient des Portugais, je crois, parce qu'il y a une version originale au Cap-Vert. Donc peut-être je me trompe, hein, mais je crois vraiment que c'est un bout de bois avec un trou dedans, et puis ils mettaient du fil à pêche, quoi, et puis voilà, ils jouaient avec ça. Et puis je crois que la petite guitare, la petite corde qui est à la place c'est pas grave vers l'aigu, c'est aigu puis après grave vers l'aigu. Je pense que c'est quand même un mec, un jour il a cassé la première corde et puis il a mis la même corde que la petite, enfin du fil de pêche, et puis il a dit je vais l'accorder comme la grave mais avec un octave plus haut. Puis voilà. Et du coup, ça fait péter les accords parce que c'est vachement intéressant. Mais sinon, on trouve à peu près le même accordage qui est en fait les 4 premiers accords de la guitare en partant du mi, hein, de la petite corde de la chanterelle. On trouve aussi le cavaquinho. Enfin, il y a plein d'instruments qui sont très proches du ukulélé. Voilà. Mais c'est l'aspect un peu ludique comme ça. On le prend, on joue. C'est beaucoup plus petit qu'une guitare. C'est chouette, quoi. Hein. D'ailleurs, ça va vous faire plaisir. J'ai lu récemment qu'ils envisageaient que le premier instrument sur Mars qu'ils amèneraient sera un ukulélé parce que c'est facile à transporter. Imaginez, ça sera peut-être les premières notes de musique jouées sur Mars. Ouais, je sais pas, ils auraient pu prendre la gambarde ou le kazoo parce que c'est vrai, c'est encore plus petit. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y aura bien un mec pour siffloter, hein, aussi. Voilà. Oui, aussi. Il fera. Oui, c'est ça. Non, mais en plus, dans Rayman, ça va super bien, le ukulélé et les sifflotis. Enfin, c'est vraiment la musique qui va bien avec le jeu, quoi. Oui. Mais il pourrait y avoir un autre compositeur et ce compositeur aurait joué, je sais pas, du tuba et vous auriez dit ah ouais, c'était super génial. En fait, c'est une proposition, c'est tout. Voilà. Il y a un truc qui est assez génial dans la musique de Rayman, c'est qu'on a vraiment l'impression que vous êtes éclaté à le faire. Ça se ressent. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on a l'impression que la personne qui a fait la zik s'est éclatée. Mais c'est valable. Ah, franchement, je crois que j'essaie de choisir les projets sur lesquels je travaille. Quand je dis j'ai pas eu envie de faire l'habillage de T'es fou parce que le mec m'a pas plu, c'est parce que je me serais pas éclaté à faire de la musique que je n'entends pas. Mais même Debout les Zouzous, ça révolutionne pas l'Occident chrétien, ça déstabilise pas les plaques tectoniques de la mer Adriatique. Faut pas vous sous-estimer non plus. Hein. Ça pourrait se passer. C'est quoi qu'on fait dans une après-midi Debout les Zouzous, c'est ça qu'il faut savoir. Le mec de la 5 m'appelle et me dit on n'a pas d'argent, ça t'intéresse de faire un générique pour une petite émission? Tu parles Tintin et Milou, elle est restée 4 ans et quelques à l'antenne, s'il m'avait dit ça va durer 4 ans ou 5 ans, à ce moment-là j'aurais fait peut-être un truc en 2 jours, mais j'exagère, mais c'était juste tu fais venir un trompettiste, voilà quoi, il y avait Oscar Hamel qui avait chanté la chanson, et puis voilà. Mais moi je prends du plaisir à faire ça, et donc dans Tintin le secret de la licorne, j'avais comme objectif que je m'étais fixé d'essayer de faire un clin d'œil à Korngold, qui était un compositeur hollywoodien des années 40, 50, et qui était un peu le maître à penser de John Williams. Comme je suis vraiment un fils de pute, j'ai fait ça pour plaire vachement à la fois, en tout cas à Spielberg, parce que je savais que quand j'allais dire Korngold, d'un coup il y avait tout le cinéma hollywoodien et donc tout ce qui se passe sur le bateau qui allait ressurgir, et j'ai vraiment gagné mon pari. Je me suis éclaté à faire cette musique là, vraiment on s'est régalé de travailler avec Mathieu Alvado, de travailler avec une équipe pour enregistrer, avec William Flageolet à qui j'avais demandé de travailler
que le micro des trompettes passait dans le micro des cordes pour casser un peu la stéréo, comme on pouvait avoir dans les enregistrements de l'époque. Voilà, on s'est éclaté. Et voilà. Et dans Beyond Good and Evil, je crois que là aussi, on peut pas dire que je me suis ennuyé. Je me suis régalé aussi de faire ces musiques-là, parce que voilà. Et puis quand je travaille dans le court-métrage, je prends aussi pareil beaucoup de plaisir. Je tourne un peu comme un chien avant de s'asseoir. Puis après, voilà, une fois que je suis assis, je bosse et puis voilà quoi. Sur Beyond Good and Evil, la Hylian Suite, c'est une de mes musiques de jeux vidéo préférées en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et la musique du bar aussi. Ah oui, alors ça, la musique du bar, il y avait un truc de prévu et c'était très, il y avait on avait déconné avec mon petit frère, on avait fait un truc à base de sorte de muezzin et le problème c'est que c'était pile poil quand j'ai fait ça. Une semaine après, donc je fais écouter à Michel, alors il dit ouais putain c'est pas mal, ouais c'est tout. Puis d'un coup il y a eu les attentats des World Trade Center là, quand les avions sont rentrés. Mauvais timing. C'est bad timing, quoi. Oui, les bad timing. On s'est regardé avec Michel et puis j'ai dit ok d'accord, ok, on va faire un truc un peu chinois, je pense. C'est pour ça qu'on est parti dans un truc comme roots quoi. On a laissé tomber l'arabe à tout jamais quoi. Voilà. Tant pis. C'est dommage, mais bon. Bah oui, c'est dommage. Ouais. Parce qu'il y a plein de sonorités sympas, mais même dans Beyond Good and Evil, il y a plein de sonorités très très différentes, ethniques, qui sont très intéressantes aussi. Donc ça reste une BO assez marquante, comme le jeu du moins. Oui, le jeu aussi. Mais c'est pareil. Moi, j'avais plus envie de dire que ce sont des expériences. Moi, je reçois encore des mails de gens qui jouent et qui me disent là, j'en ai reçu un, il était à mourir de rire parce que c'était vraiment une traduction Google Translate. Et c'était du style. Il faudrait que je vous retrouve ça. C'était trop drôle. C'était un truc. Je voudrais savoir quand s'il vous plaît. Donc le mec, je le voyais à genoux derrière son mail, mais dans un français traduit avec les pieds. Bref, quand est-ce qu'il va y avoir une suite? Donc il y a des gens qui continuent à espérer, et puis ils ont raison. Peut-être qu'un jour, tant que ce jeu n'est pas killé, il est toujours sur les stars. Ça serait tellement bien. Oui. Et la musique est prête pour le jeu ou elle est toujours en cours de fabrication? De quoi vous parlez? Non, mais quoi? Non, le Wild, ça avance, hein, Wild. Ouais. Bien tenté. Ah zut. Ma stratégie n'a pas Ton stratagème n'a pas marché. Et il y a une rumeur, ou c'est peut-être une vraie information, mais les glouglous dans Rayman, c'est qui? Allez, Amina Glouglou? Oui. Parce que les petites voix qui font glouglou et Ah non, ça, les petites voix, c'est moi. Mais l'origine du morceau, c'est parce que Michel, il m'avait refusé une musique que j'aimais bien, et il faisait toujours un peu chier. Il cherche du poil aux œufs, en fait. Et alors, il est là comme ça, attends, le truc, là, il n'y a pas. Et je me rappellerai toute ma vie, c'était le samedi ou le dimanche midi, on devait bouffer ensemble à la mer, là, et donc il y avait un ghetto blaster, et je mets la clé USB dans le ghetto blaster. Et puis il écoute la musique, et alors il dit oui. Alors je crois que les voix n'étaient pas encore pitchées à cette époque-là, mais il dit oui, du style il y a du potentiel, tout ça. Bon, je retourne chez moi, et puis 3 jours après, en fait, je balance le morceau avec les voix pitchées, puis je le balance franchement presque à tout le studio. Tout le monde a trouvé ça super drôle. Et du coup, Michel a été obligé de dire oui, bon, d'accord, ok, c'est bien. Voilà. Mais c'était parce qu'il m'avait gonflé un peu, donc c'est comme une réaction épidermique. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça te plaît pas, ben tu vas voir, tiens. Prends ça en ta gueule. Et puis après, franchement... tous les potards à fond et tout.
oui, après, on est allé dans le fond des océans et tout, avec des versions de Blue. Voilà, mais c'est ça qui était bien, c'était que suivant aussi la musique que Michel entend, il peut avoir des idées aussi d'univers, voilà. Ah oui, des fois ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire il fabrique Bien des sûr. niveaux en fonction des équipes. Oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est excellent. Mais dans Rayman Legends, parce que tant qu'on y est, il y a des passages vraiment musique qui font très James Bond en fait, notamment dans les niveaux sous-marins, enfin base sous-marine un peu. Oui, c'est Et ça. l'effet a été voulu quoi. Enfin c'est Tout à fait, bien sûr, c'est des clins d'œil, comme il y a aussi des clins d'œil vers Ennio Morricone, Ouais. voilà, avec le sifflet, la trompette. James Bond, mais c'est pareil, c'est à la manière après de Herald, quoi. Donc, il y a, la basse, elle est jouée avec un violoncelle. Enfin, après, c'est pas pareil, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà, mais c'est vrai qu'après, il y a des cordes, des cuivres et tout ça. Et c'est vrai que c'est des petits clins d'œil comme ça. Mais il y en a un aussi, par exemple, un clin d'œil, il m'avait dit, ah, tu vois, la Rabbi Jacob, tu te rappelles Louis de Funès, quand il chante, tu fais la musique un peu classique, là. Et en fait, il y a un morceau mais la relation avec Rabbi Jacob, elle est à 4000 bornes. Mais c'est parti de cette idée où on déconnait tous les deux et on dansait la danse de Rabbi Jacob, voilà, avec quand il a les nattes là qui descendent. C'est ça que je voulais dire en disant que la musique, et on voit que vous éclatez. Et bien sûr, parce qu'on déconne. Il faudrait qu'un jour je montre une séance de travail avec Michel, il est fait quand même. Hein, je crois qu'il est bien ravagé. Hein. Mais alors, j'ai un souvenir d'un Video Games Live où Michel Ancel était venu et il y avait eu la bande-annonce de Beyond Good and Evil 2. Et est-ce que c'était vous qui étiez venu sur scène pour jouer du ukulélé? Oui, bien sûr. Oui, Alors, d'accord, ok. C'était pas du ukulélé, c'était une guitare laser. C'est une guitare à cadeau. Ah oui, c'est vrai, c'était une guitare bizarre. Ouais, c'est ça. C'est un truc un peu indien. Enfin, c'est un luthier parisien qui fait ça, je crois. Et voilà. Non, c'était rigolo. Il y a le chevalet, c'est un chevalet en os de cachalot, là, comme les sitares indiens. Donc c'est vraiment un truc très. Ça, c'est vraiment très étrange. C'est vrai que cette guitare avait une forme vraiment bizarre. C'était. C'est une guitare en bois, il y a un trou, elle a pris feu et tout. Elle est top, quoi. Elle est sciée en deux à un moment, et quand on appuie dessus, ça fait oui, comme un vibrato de Stratocaster. Bon, on a bien compris qu'on ne retrouverait pas BGE2 chez notre marchand de jeux vidéo dans les années à venir. En tout cas, on peut retrouver pas mal de votre carrière sur votre site qui s'appelle, si je ne me trompe pas, prod-érable.com. Ouais, ou eral.net. Hein, mais bon, franchement, j'ai pas mis le site à jour depuis 25 millions d'années. J'ai l'impression que ça n'existe plus, les sites, et maintenant tout se passe sur Facebook. On peut quand même entendre 15 secondes de silence sur ce site. Ah oui, bravo. Oui. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Oui. On s'est fait sermonner, oui. Le concept est vraiment terrible, en fait, de mettre 15 secondes de silence sur un site qui est censé faire écouter des choses et de se faire ensuite traiter de fou. Je suis content parce que c'est pas une idée que j'ai piquée à quelqu'un, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a dû mettre du silence sur un site pour écouter des musiques. Il y en a qui ont essayé, mais ils sont pris un strike copyright. Ah oui, c'est ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, et bien voilà, c'est sur ça qu'on peut notamment vous retrouver, puis aussi sur Facebook et par mail, parce que vous êtes assez très réactif. J'avais juste une autre question vis-à-vis donc du fonctionnement, enfin de comment justement voilà comment la coopération avec Michel Ancel a débuté. Comment elle a connaissiez d'avant ou Non. Elle a débuté. En fait, j'avais travaillé avec un garçon qui s'appelle Hubert Chevillard, qui fait de la BD, qui était réalisateur de cinéma d'animation et qui est un très 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 grand dessinateur. Et Hubert, c'était quelqu'un que j'appréciais, puis il avait bien apprécié aussi mon travail. Et puis on avait fait un spécial télé ensemble, c'est-à-dire un travail de commande pour la télé, mais donc ça veut dire un truc plutôt joli, quoi, pour je sais plus quoi, une histoire de cadeau, je crois. Et
Et puis un jour, il travaillait sur Rayman 3, et puis Michel lui dit ah, j'ai un projet là, un truc avec une nana qui serait photographe et tout ça. Et donc ça, c'était en 1999. Et puis il demande à Hubert, il dit ah, toi qui es d'ici, enfin il n'est pas d'ici, mais ça fait longtemps qu'il est là. C'est un mec qui fait de la BD, donc je sais pas si vous connaissez un peu l'univers de la BD, mais il y avait des ateliers à Montpellier, donc il travaillait avec Guy Delisle, Nicolas de Crécy, Sylvain Chaumet. Sylvain Chaumet, c'est celui qui a fait les triplettes de Belleville. Guy Delisle, c'est un mec extrêmement talentueux qui fait des carnets de voyage. Enfin, et donc il a demandé il a demandé s'il connaissait un mec qui faisait du son et de la musique. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Je suis allé voir Michel, il travaillait en ville sur Rayman 3. Et puis, il m'a dit, voilà, il y a ce projet-là. Donc, ils sont passés chez moi boire un coup et manger du fromage. Et puis, j'ai fait écouter des trucs, je les ai bourrés. Et puis, après, ils trouvaient tout bien. Oui, voilà. Bonne technique. Comme quoi, ça marche toujours. Et donc j'ai fait un premier essai en se disant voilà, si ça me plaît et si ça vous plaît, si ça nous plaît chacun de notre côté, on peut envisager de faire le jeu. Et puis voilà, donc moi franchement je me suis régalé. C'était vraiment j'étais pas un grand joueur, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais je me suis vraiment fait expliquer tous les principes de jeu et comme je suis pas complètement abruti, j'ai utilisé, comme dirait l'autre, j'ai rebondi sur les propositions. Voilà, sur les possibilités pour faire des trucs rigolos. Et puis, ça a se matché. Hein. On s'est dit, super, quoi. Il n'y a qu'à travailler ensemble. Après, il y a eu des moments un peu difficiles sur BGE, mais puis il y a eu des difficultés aussi de droit d'auteur entre Ubisoft et puis un compositeur français qui s'est rebellé contre Ubi. Donc, c'était compliqué de retravailler ensemble. Et on a retravaillé ensemble quand on a fait en 2007 les premières propositions pour Beyond Good and Evil numéro 2. Puis après, qui a bifurqué immédiatement sur Tintin, le secret de la licorne, et puis après, on a attaqué Rayman Origins, et puis Rayman Legends, et puis voilà. Puis là, il a changé enfin, il n'a pas changé, il est à mi-temps à Ubisoft et à mi-temps sur son propre projet. Ouais. Et puis, moi, je le suis. Hein. De toute façon, tant qu'il arrive à bosser, moi, j'arrive à bosser, puisqu'on est des humains tous les deux, voilà. Donc, s'il faut faire 2 projets en même temps un jour, je ferai 2 projets. Je travaille aussi avec un joli projet d'un garçon qui s'appelle Frédéric Marcus et qui a une boîte qui s'appelle Féeric. Et donc voilà, il fabrique un jeu qui va être bientôt mis en ligne. Et voilà, donc je travaille pas exclusivement que pour Michel. Je travaille aussi pour un jeu qui s'appelle Jade Dream. Puis voilà, donc des jeux qui sont plus modestes en termes de quantité. Mais voilà, j'aime bien faire ça aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens plus que sur des projets finalement. Les projets, si les gens sont bien, les projets sont bien. Très bien, ça fait un beau mot de la fin en fait. Si les gens sont bien, les projets sont bien, c'est vrai qu'il faut surtout prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi qu'on fasse. Oh oui. Exactement. Merci beaucoup d'être venu, monsieur Christophe Herral. Ça fait longtemps en plus qu'on en parlait. Merci. Je suis pas venu très loin parce que je suis resté en fait chez moi. Oui, mais vous avez. Merci d'être venu jusqu'à votre bureau. Voilà. C'est sympa. Merci beaucoup, Christophe. Merci infiniment. Ouais. En plus, moi, ça me fait un prétexte pour dire que je l'ai entendu me parler. Pas directement, mais ça me fait un prétexte. On dirait après qu'on vous connaît personnellement. Je vois vos images sur Skype chaque fois, je suis mort de rire. C'est pour ça que je ris tout. Vous avez pas honte? Même pas. Non, mais c'est les coca. C'est les coca qui peuvent se toiletter. Les coca, c'est rigolo. Le petit animal. Ouais. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Ouais, une bonne soirée. Merci. Bonne soirée, une excellente nuit. Ouais, merci. Au revoir.